will play, or maybe it's emotion. I dream I see white horses dance upon in the ocean. No, it's a long, long way from clarity. The long way from clarity. It's a long, long way. It gets farther by the day. The long way from clarity. And we walk her shattered room, and we work hard for the grass, and getting up late on a Sundays can never get to mass. Oh, it's a long, long way from clarity. It's a long way from clarity. Oh, it's a long, long way. It gets farther by the day. The long way from clarity. Oh, dream I had the fiddle play. Je pêche la carpe parce que c'est un poisson qui a un combat impressionnant. C'est un des poissons les plus combatifs de rivière. Un poids égal, aucun poisson, maintenant peut-être à part le silure, est capable de concurrencer la carpe au niveau du combat. Ça fait maintenant 14 ans que je pratique la pêche à la carpe avec les techniques modernes. Ce que je recherche dans un premier temps, c'est la sensation, le combat, et aussi d'être en contact avec la nature. Pêcher la carpe en rivière plutôt qu'en étang, car c'est beaucoup plus attrayant. Les poissons sont beaucoup plus petits de nature, mais ont un punch d'enfer, quoi. C'est des combatives hors normes. Elles sont hyper puissantes. Dès qu'on a une touche, il faut être assis derrière la canne, ferré aussitôt, et même des très petits poissons peuvent donner des sensations, des poussées d'adrénaline hyper fortes, quoi. La meilleure saison pour pêcher la carpe, c'est au printemps et en automne aussi. Au printemps, car elle a besoin de se nourrir avant de rentrer en période de reproduction. Et après la période de reproduction aussi, car elle s'est beaucoup dépensée. Étant donné que c'est un animal à sang froid, quand la température de l'eau se réchauffe, elle a perdu extrêmement de réserves durant l'hiver, donc elle veut la récupérer. Donc elle mange à ces périodes-là énormément pour rattraper tout ce qu'elle a perdu en graisse, quoi. Et à l'automne, c'est idem. Pour passer l'hiver, comme beaucoup d'animaux autrement, c'est un poisson qui va se nourrir abondamment pour pouvoir passer l'hiver en toute quiétude, quoi, avec une bonne couche de graisse, quoi. Si on a possibilité de pêcher de nuit, c'est vraiment idéal à la saison chaude, quoi. Parce que, bon, déjà tous les petits animaux qui sont au fond de l'eau dont elle se nourrit se déplacent la nuit, donc c'est plus facile pour elle de les trouver en abondance. Et autrement, c'est le soir et le matin quand il fait pas trop chaud, et c'est ces périodes-là où elle se nourrit principalement, quoi. Alors, la carpe, elle se nourrit au fond de l'eau de tout ce qu'elle trouve en fin de compte. Là, quand on regarde le milieu naturel, il y a énormément d'arbres au bord de l'eau. Il y a des glands, il y a des châtaignes, des baies diverses. Là, dans le moment, il y a des petites prunelles. Tout ce qui tombe dans l'eau, elle va le choper pour l'ingurgiter, parce que bon, elle trouve ça bon. Autrement, c'est omnivore, ni plus ni moins, une carpe. Ça va se nourrir de tous les insectes, les mollusques. Là, il y a énormément de moules au fond de l'eau, des dressènes, des moules d'eau douce, des escargots d'eau, des écrevisses, des choses que même nous, une mâchoire humaine, on n'arriverait pas à broyer parce que c'est extrêmement dur. Mais là, la carpe arrive à les broyer, quoi. Elle a des dents pharyngéennes au fond de la gorge qui sont extrêmement puissantes, quoi. Donc la carpe vit suivant les saisons en rivière dans des postes différents, quoi. Ça peut varier au printemps où l'eau chauffe très rapidement sur des hauts fonds, dans des bancs de nénuphars, des jeunes pousses de nénuphars. Étant un poisson à sang froid, elle va forcément où la température de l'eau est plus agréable pour elle, quoi. Donc l'hiver, elle va surtout chercher des grandes profondeurs pour se mettre à l'abri du courant et où la température est la plus stable pour éviter d'avoir des froids, quoi, en clair. Autrement, à cette période-là, en été, on peut la trouver le matin dans des profondeurs et la journée plus au soleil, ou s'il fait vraiment canicule, à l'ombre sous les arbres, quoi. On en revient toujours au même, les aimants à carpe sont les postes qu'il y a ici, c'est-à-dire les arbres dans l'eau, les nénuphars et les blocs de rochers, où il y a de la nourriture aussi en conséquence, quoi. En rivière, on trouve énormément de carpes communes et quelques miroirs. Donc les communes sont des carpes sauvages avec une morphologie en longueur.
ce qui permet, et ce qu'on recherche d'ailleurs, un combat exceptionnel. Ici, elles peuvent atteindre des poids jusqu'à 17 kg, voire plus, mais connus jusqu'à 17 kg. La moyenne est de 6 à 8 kg. Alors la différence entre une commune et une miroir, c'est que c'est la différence surtout dans l'écaillage. Une commune est un écaillage complet, c'est-à-dire les couleurs argent, tandis que les miroirs sont plus jaunes, ont que quelques écailles éparses, des fois très peu, et quand c'est pas du tout, c'est des cuirs, mais on en trouve rarement. C'est surtout des carpes miroirs qu'on trouve ici. Des carpes miroirs qui ont quand même des morphologies de carpes communes, c'est-à-dire très longues, courtes et avec des queues énormes pour combattre donc le courant, quoi. J'ai choisi ce poste car c'est un petit bief sur cette rivière qui fait environ 2 km et le poisson a plus tendance à se balader sur des petits biefs que sur des grands biefs. On a plus de chances de trouver du poisson et d'avoir plus de départ. On a choisi, disons avec Christian et moi, ce poste-ci, car c'est un poste très encombré, donc il demande quand même une pêche très technique, obligation d'avoir un bateau, mais où le poisson se tient, quoi. En rivière, à la proximité des obstacles, il y a de la carpe dedans, quoi. Elle stationne dedans la journée, la nuit, sort pour se nourrir et c'est pour ça qu'on s'est mis là, quoi. Il y a des arbres dans l'eau, au fond de l'eau, sur l'eau, et des blocs de rochers, des nénuphars, donc c'est très attrayant pour pêcher, quoi. Étant donné qu'il y a du courant, des poissons extrêmement puissants, il faut du matériel costaud, quoi. Donc les cannes à carpe employées en général, ce sont des cannes de 2,5 livres à 3 livres 3 quarts. Plus la puissance est élevée, plus la canne est résistante, quoi. Des cannes comme celle-ci, en 3 livres 3 quarts, on peut envoyer un poids jusqu'à 200 grammes environ de l'autre côté de la rivière, quoi. Bon, bien sûr, plus que la canne est puissante, plus le combat sur des gros poissons ou dans des courants forts sera intéressant, quoi. Il y a deux longueurs type, c'est-à-dire c'est 12 et 13 pieds. En centimètres, ça fait 3,60 m pour une 12 pieds et 3,90 m pour une 13 pieds, quoi. Mais les cannes à carpe sont en général équipées, c'est des anneaux en céramique. Après, c'est des anneaux, on appelle ceci des anneaux SIC, ou pour vraiment une extrême qualité, avec des montures Fuji. Donc là, ici, sur ces cannes-là, ce sont des Fuji SIC. Et souvent, ces cannes-là sont équipées de 5, c'est vraiment le minimum, à 8 anneaux, souvent pour les cannes à carpe. En général, la base des cannes à carpe, c'est 7 anneaux, quoi, comme celle-ci. Alors ces cannes sont toutes à base de carbone. Après, suivant, ce sont des mélanges de soit carbone Kevlar ou carbone composite ou autres matériaux différents. C'est un tressage. Celles-ci sont des cannes françaises. Des blancs de qualité sont fabriqués aussi en Angleterre. Le moulinet sert à avoir une réserve de fil ou de tresse selon le choix du pêcheur. Ceci permet de tendre à courte ou longue distance, selon la réserve qu'il y a sur la bobine, qui peut être de 250 mètres à 500 mètres généralement. On trouve deux styles de moulinet. Le moulinet classique, qui est équipé d'un frein avant, c'est-à-dire que lorsqu'on a un départ, on prend la canne et on bloque la bobine avec les doigts, et on serre le frein selon la puissance du départ. Il existe un autre type de moulinet, appelé un moulinet débrayable. Celui-ci, contrairement au premier, on n'a pas besoin de bloquer la bobine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est équipé d'un débrayage arrière. Lors de l'action de pêche, on a juste à appuyer sur le débrayage et la bobine avant se déroule automatiquement. Lors d'un départ, on a juste besoin de donner un coup de manivelle pour entrer en action de pêche et bloquer la bobine. On peut régler avec le frein arrière selon le combat désiré. Ceci reste une pêche plus facile. Il y a différents types de cordes de ligne, c'est-à-dire la partie qui est sur le moulinet. Il y en a deux principales, qui sont le nylon évidemment, et maintenant ce qui est utilisé de plus en plus par les carpistes pour son extrême résistance, c'est la tresse. Celle-ci a une résistance d'environ 25 kg. Et on trouve aussi sur le marché donc, des nylons de plus en plus solides et de meilleure qualité. Donc ceci, c'est du nylon qui fait environ 20 kg de résistance. Maintenant, il y a un nouveau produit qui vient d'apparaître sur le marché depuis quelques années, qui est utilisé énormément en bas de ligne pour sa discrétion, car il est invisible dans l'eau. C'est ce qu'on appelle, c'est un mélange de polymères, c'est du fluorocarbone.
Sa discrétion est supérieure au nylon. Au fond de l'eau, il est nettement moins visible et sa résistance c'est à peu près égale, quoi. Donc c'est un produit innovant et très intéressant pour la pêche de la carpe. Il existe deux éléments de base pour la pêche à la carpe, le beeper et le swinger. Le beeper permet de nous prévenir du départ par son son et le swinger permet de nous prévenir si le poisson part ou si le poisson revient. Lors d'un départ, quand le poisson part, le swinger va monter et on peut directement ferrer. Mais si le poisson revient, celui-ci va descendre et là, il va falloir qu'on mouline jusqu'à avoir contact du poisson et ferrer ensuite. Il y a différentes façons de sonder les fonds pour savoir la profondeur, le substrat du fond comment il est, si c'est caillouteux, si c'est boueux, si c'est sablonneux. Donc il y a un système qui est utilisé avec une canne, un plomb souvent de ce style boulet, qu'on monte donc avec une perle en dérivation sur un bout de fil, avec un gros émerillon, une agrafe, et ensuite on met donc ce qu'on appelle un marqueur sondeur. Donc le système est simple, on propulse ça au fond de l'eau à l'aide de cette canne. Une fois que le marqueur est arrivé au fond de l'eau, le roulis du plomb sur le fond permet de savoir la dureté du substrat. Et ensuite, dès qu'on relâche donc, du fil sur la canne est marquée, on voit ici il y a des petits repères tous les 50 cm. Dès qu'on relâche du fil sur la canne, quand le marqueur remonte à la surface, on sait la profondeur d'eau qu'il y a. Le deuxième type d'appareil qu'on utilise pour sonder, c'est l'éco-sondeur. Donc c'est un appareil électronique qui marche soit à batterie ou à pile. Il peut y avoir des appareils de différents types, c'est-à-dire très simplifiés, où on a juste la profondeur. Et ça peut aller au très complexe, où il y a les différences de couches de vase. On appelle ça le gray line, avec la température de l'eau. Et même sur certains modèles de très haute gamme qui font GPS, c'est-à-dire qui permettent de mettre des points de repère sur des spots trouvés au fond de l'eau, c'est-à-dire si on trouve des taches de gravier ou des bancs de sable, et de les rentrer sur donc, le GPS, et qui nous permet après de les répertorier, de faire des amorçages précis dessus et de retrouver ces points de repère-là pour retendre les cannes directement dessus. Voici ma boîte à pêche. Je pense que c'est une boîte typique du carpiste. Il y a tout le nécessaire pour réaliser des montages, pour écher, pour pouvoir bien pêcher, quoi. J'ai une petite boîte à pêche avec vraiment le minimum de matériaux. Donc là, dans cette boîte, j'ai juste des tresses. J'ai pris le lit de corps, la tresse plombée, une tresse gainée, le fil soluble, une tresse classique. Il y a le matériel qui sert donc à écher. Donc il y a des petits stop à pas de ce style-là, soit en halter ou en petit V, qui servent à accrocher les bouillettes au bout du cheveu. Après, il y a différents systèmes, des mousses qui permettent d'alléger les appâts pour les faire flotter. Et ensuite, il y a le matériel de base qui sert à écher les billes, c'est-à-dire les bouillettes ou les graines au bout du cheveu, c'est-à-dire des petits forets pour les percer, ça soit extrêmement dur. Des aiguilles style chat, avec une partie qui se referme, ou des aiguilles carrément piquantes, avec un petit dard pour pouvoir ramener le cheveu intérieur. Après, ce qu'on utilise, c'est souvent des paires de ciseaux extrêmement coupantes pour couper les tresses. Après, autrement, au niveau matériel, donc ici, on voit j'ai des plaquettes où j'ai des bas de ligne d'avance, de ce style-ci, pour la rivière, donc montées sur des tresses extrêmement solides, avec bien sûr des hameçons extrêmement piquants. J'ai quelques hameçons aussi. Donc là, de taille 1 à 6 environ. Donc là, nous avons des hameçons spécial rivière. À côté, donc j'ai pas mal de boîtes avec du matériel pour faire divers montages. C'est-à-dire soit des montages à base d'agrafes, ce qu'on utilise le plus couramment pour la rivière. Ce sont des agrafes où, en cas où le poisson se prend un obstacle, le plomb se détache automatiquement pour pouvoir libérer la ligne, pour éviter que le poisson se blesse avec le plomb ou éviter que le poisson reste prisonnier avec le plomb, quoi. Autrement, pas mal de petits cônes en caoutchouc qui servent à bloquer les montages. C'est-à-dire avec ça, on réalise des montages comme ceci, quoi. Voilà, une agrafe montée avec les cônes en caoutchouc, où on vient fixer le plomb dessus, quoi.
Après, donc, il y a différents matériaux pour réaliser ces bas de ligne ou pour réaliser des têtes de ligne résistantes. Après, on peut utiliser aussi des sortes de Scooby-Doo qui servent aussi à la réalisation des parties finales du montage. Toujours du matériel quand même très très résistant pour pouvoir résister aux assauts des poissons les plus combatifs, quoi. C'est dommage de perdre un poisson à cause d'un émerillon qui s'ouvre, quoi. Donc il faut toujours avoir du matériel extrêmement solide, quoi. Que ce soit au niveau des tresses ou des parties du montage autrement, quoi. Pour la pêche à la carpe en rivière, on utilise différents types de plombs, souvent des plombs de style plat, écrasé, qui permettent de résister au courant. Après, les grammages varient suivant la force du courant. Ça peut varier de 80 à 200, 250, 300 grammes, même suivant les conditions, quoi. Donc les principaux types de plombs que moi j'utilise, ce sont des plombs style montre, comme ceci, quoi, des plombs très plats. Celui-ci fait une centaine de grammes. Autrement, on utilise des plombs style poire, toujours plats, qui permettent de ne pas rouler sur le fond. Donc voilà. Ou alors le plomb qui à une époque était énormément utilisé en rivière, c'est le plomb style cercueil, comme ceci, quoi. Donc au niveau des poids, ici je vois on a des variantes de grammage. Celui-ci fait environ 160, là à peu près 120, et celui-ci à peu près 90 grammes. Donc là on voit bien les trois variantes de poids. Donc il y a aussi le matériel qui sert donc au carpis à côté, soit pour le no-kill, c'est-à-dire pour le respect du poisson, ou pour la peser, pour savoir le poids que le poisson a fait. Et le matériel donc pour attraper le poisson qui est l'épuisette. Donc elle est de différents styles. Déjà au niveau des filets, la partie du fond est beaucoup plus fine pour bien protéger le poisson, pour ne pas l'abîmer. Et les côtés de l'épuisette sont en maille un peu plus grosse pour évacuer l'eau plus rapidement. Donc la taille de l'épuisette est assez conséquente. Ça en fait en général environ 1 mètre, 1 mètre 10 pour les plus grandes. Et elle est extrêmement grande pour permettre de mettre sans problème le poisson dedans, quoi. Ensuite, le manche de l'épuisette, en général, soit il est en une partie. Il peut le faire à environ 1,80 m, 2 mètres. Ou comme celle-ci, c'est un manche télescopique. Donc qui est très pratique pour les pêches en bateau, qui permet de raccourcir le manche quand on est au ras de l'eau et éventuellement de le rallonger quand on en a la nécessité, quoi. Quand notre poisson est mis dans l'épuisette, on le réceptionne donc sur ce genre de tapis, qui est donc un matelas de réception. Celui-ci permet de mettre le poisson à l'abri de la lumière pour éviter qu'il se stresse et qu'il saute de trop. Bon, l'intérêt de ce tapis, c'est de protéger le poisson, de protéger ses muqueuses. Et comme on pêche en no-kill, qu'on remet évidemment le poisson à l'eau, autant le remettre dans un bon état, quoi. Ensuite, on a ce genre de matériel donc, qui est un sac de pesée, qui sert donc à poser le poisson. On met le poisson dedans, ensuite on a une fermeture éclair pour la sécurité qui nous permet de le fermer, et 2 lanières qui permettent de lever pour la peser. Ensuite, les pesons utilisés donc, pour la carpe sont souvent des pesons à cadran de ce type, qui font soit 25 kg ou 50 kg pour les plus gros. Maintenant, sur le marché, on trouve aussi des pesons de ce style-là, c'est-à-dire des pesons électroniques qui sont assez fiables et qui sont très précis. Pour la pêche en rivière, on utilise donc différents types de rodpods, donc les supports de cannes. Les gens peuvent utiliser éventuellement comme un plan d'eau des rodpods 4 cannes, 3 cannes, ou moi, pour ma part, j'utilise 2 fois 2 cannes séparées, ce qui me permet de faire des coups bien distincts, d'avoir les cannes dans l'axe de ma pêche, et de faire éventuellement 2 spots bien séparés dans 2 trouées différentes, quoi. Ce qui est énormément utilisé pour la pêche en rivière, ce sont carrément des pics séparés, quoi. Ceux-ci sont réglables, sont en aluminium, une question de poids pour le transport, étant donné que souvent on fait des pêches itinérantes où il faut marcher énormément. Plus c'est léger, mieux c'est dans le fourreau, quoi. Donc l'amorçage en rivière préalable sert surtout à faire sortir les poissons des obstacles, car les poissons résident énormément dans les obstacles. Donc ce sont des endroits où on ne peut pas pêcher, car dès que le poisson mordrait, c'est la casse assurée. Donc on fait des amorçages d'accoutumance à l'extérieur des obstacles, et après on pêche sur ces amorçages où le poisson
quand il est bien conditionné, vient se nourrir, quoi. Et c'est aussi pour l'habituer à ce qu'on veut lui mettre à manger, quoi. L'idéal, c'est d'amorcer au moins 3, voire 4, si possible 5 jours à l'avance, ou une semaine, voire plus, suivant les conditions. D'en mettre une quantité à heure régulière, c'est quand même pas plus mal. Surtout si on est hors parcours de nuit, comme ici, où on peut pêcher que la journée. C'est plus facile d'accoutumer le poisson comme ça, quoi. Alors je suis venu amorcer avec Kevin. On a choisi d'amorcer en milieu d'après-midi, vers 16h30, 17h, à heure régulière. Une dizaine de bouillettes par canne et une dizaine de gros pellets de 25 mm. On n'a pas voulu trop les amorcer vu les températures. On a fait ça 3 jours consécutifs. Souvent, aux périodes où la carpe est la plus affamée, c'est-à-dire au printemps, en sortie de léthargie d'hiver, où elle a perdu énormément de graisse, on augmente les doses. Et à l'automne, dès qu'il commence à faire moins chaud, où le poisson veut reprendre énormément de réserves pour passer l'hiver, là ce sont des périodes à privilégier pour amorcer énormément, quoi. Plus des conditions comme on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire des conditions estivales, là on limite vraiment les quantités d'amorçage. À moins qu'il y ait énormément de poissons concurrents, c'est-à-dire énormément de poissons nuisibles, qui arriveraient à manger tout l'amorçage avant que la carpe arrive à venir sur le coup, quoi. On a décidé avec Kevin de ne pas amorcer la veille pour laisser un petit peu le poisson tranquille, de manière à ne pas trop les saturer. Et ça permet de ramorcer précisément sur les cannes et on a pu constater que le poisson a mordu très rapidement. L'appât qu'on choisit comme mèche au bout de la canne est souvent tributaire de l'amorçage. C'est-à-dire que si on amorce un coup avec des noix tigrées, souvent on va échec des noix tigrées. On pourra mettre des noix tigrées flottantes ou sur le fond, ou des graines flottantes sur le fond, et idem avec les bouillettes. Je peux par exemple ici amorcer avec des bouillettes fruits et écher avec une bouillette flottante aux fruits pour faire une différence sur mon amorçage. C'est-à-dire que j'aurai mes bouillettes sur le fond et juste ma flottante sera décollée 4-5 cm au-dessus du fond, ce qui fera un attrait supplémentaire pour le poisson, quoi. Vu qu'on amorce très peu et très précisément, généralement quand une carpe ou un banc passe, dès qu'on a un départ, on suppose que tout est mangé et on remet la même quantité à chaque fois qu'on retourne la canne. Il est conseillé d'amorcer en rivière sur des zones quand même propres, étant donné qu'il y a extrêmement d'obstacles sur le fond, donc ne pas amorcer dans les branches, donc d'où l'amorçage d'accoutumance à l'extérieur. Donc souvent on trouve des différences de substrat, soit en passant les sondeurs ou en sondant la canne. Si c'est extrêmement vaseux, on peut trouver des poches de gravier ou des zones plus dures. Donc c'est extrêmement conseillé d'amorcer sur ces zones-là. Autrement, en péripétie des obstacles, c'est-à-dire à côté des bandes nénuphars, mais quand même à décaler de 5 voire 10 mètres, pas trop près des obstacles non plus, où on met l'amorçage d'accoutumance pour faire sortir les poissons de ces obstacles, quoi. Les poissons nuisibles, quand on pêche la carpe, c'est surtout le poisson-chat, qui est d'ailleurs un nuisible pour tous ceux qui pêchent, car il s'est extrêmement développé. Ensuite, tout ce qui est poisson blanc, style brème, barbeau sur certains endroits, gardon. Souvent, c'est des poissons qui nettoient les coups énormément, surtout quand on amorce avec des petites particules. Ça permet d'attirer énormément le poisson, de faire énormément de concurrence alimentaire, mais ces poissons-là nettoient très rapidement les coups, quoi. Pour l'amorçage, donc on met soit des graines, des particules, c'est-à-dire des graines broyées, ou des bouillettes. Donc pour les graines, ici on a utilisé ce style de graines là, c'est-à-dire moi j'ai mis du maïs concassé, c'est-à-dire du maïs qui a été broyé, de la tiger nuts, de la tiger pelée, de la tiger qui a été enlevée de sa peau, et de la tiger concassée. Et autrement on a utilisé différentes graines mélangées de ce style-là, fèves, lupin, maïs. Donc on peut utiliser à peu près toutes sortes de graines qui existent sur le marché, que ce soit des graines pour oiseaux, du millet, des très petites graines comme le chenille, ou des graines beaucoup plus grosses comme on a là, de la fève, de la févrole, et du pois chiche, du pois d'érable. C'est très très varié, il y en a pour tous les goûts et pour tous les pêcheurs, quoi. Toutes les graines sont vendues à l'état sec, donc il ne faut surtout jamais les utiliser sèches. Toutes ces graines sont préalablement gonflées au moins 48 heures à l'avance, car après ça peut détruire l'estomac du poisson et le rendre très vulnérable. Forcément, elles vont augmenter de volume avec l'eau, donc si elles gonflent sèches dans l'estomac du poisson,
Ça peut lui faire une hémorragie interne ou vraiment le tuer, quoi. Donc ne jamais amorcer avec des graines sèches. Tout ce qui est noix tigrée, c'est plutôt conseillé d'en mettre très peu. Le maïs, c'est vraiment une graine qui est couramment mangée par l'ensemble des poissons, donc on peut quand même doser le maïs énormément. Ensuite, l'avantage de certaines, comme la noix tigrée, c'est la conservation. Ce ne sont des graines qui ne pourrissent jamais au fond de l'eau, donc ça ne pourrit jamais un coup. Tandis que plus les fèves et autres ont tendance à se dégrader très rapidement, quoi. Pour ce qui est de l'autre partie des appâts, donc les bouillettes, il y a deux solutions. Soit de les acheter carrément en sac dans le commerce, toutes faites, avec des parfums, des diamètres, des couleurs et des goûts très différents, suivant ce qu'on veut obtenir. Ça peut être très bien carné, épicé, fruité, crémeux, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc ici j'en ai quelques sortes, on voit. Toutes celles-ci sont du commerce, parfum fruité. Ou alors l'autre solution, c'est de les faire soi-même. Donc là, on achète ce genre d'ingrédients en sac, qui est du mix, donc qui est la farine de base pour réaliser les bouillettes. Ensuite, on fait une pâte avec des œufs. En général, la base, on rajoute un parfum, un produit sucrant, et après toutes sortes de produits qu'on peut rajouter à côté, qui sont des stimulateurs d'appétit, des attractants divers. Ensuite, on fait un mélange style pâte à botreau, assez épais. On incorpore le tout dans une pompe à bouillettes. On sort un boudin du diamètre désiré, suivant le diamètre de la bouillette qu'on veut sortir. On passe ça sur une table et après ça nous donne les billes, qu'on fait environ bouillir, d'où le nom bouillette, 1 minute. Ensuite qu'on laisse sécher 48 heures à 96 heures, suivant les conditions météo. Et ensuite, soit on les laisse durcir carrément à l'air libre, elles deviennent très dures, donc très résistantes aux nuisibles, ou alors on les congèle, ou on peut les conserver aussi dans du sel ou dans du sucre. Donc les différents styles de bouillettes, voilà ce que ça donne. Elles ne sont pas très sphériques, mais elles sont tout aussi attractives. L'avantage de celles-ci, c'est qu'on sait exactement ce que l'on a mis dedans. Le choix est beaucoup plus grand de les réaliser soi-même que de les acheter toutes faites. L'inconvénient, en général, elles se conservent moins, car les autres ont quand même un conservateur intégré dedans. Ensuite, elles sont des fois moins résistantes. Ensuite, pour écher, donc on a ce style de bouillettes, qui sont des variantes. Donc là, c'est plutôt conseillé de les acheter. Celles-ci sont des bouillettes flottantes, qui permettent de faire des montages décollés. C'est pareil, elles existent de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents parfums. Il peut y avoir aussi des bouillettes de densité neutre qui sont beaucoup plus légères. Donc celle-ci là pour les blindés, l'avantage, comme leur nom l'indique, c'est qu'elles résistent énormément aux nuisibles car elles sont extrêmement dures. Elles sont faites avec des farines qui les rendent extrêmement résistantes, quoi. Le pellet, c'est l'une des meilleures façons pour stimuler la carpe. À l'origine, il est utilisé en pisciculture pour l'alimentation des carpes, mais de plus en plus utilisé par de nombreux pêcheurs. Moi, j'ai tendance à utiliser du petit diamètre, environ 3-4 mm. Celui-ci se dissout très rapidement dans l'eau. Je le mets autour de mon montage généralement. J'utilise aussi du plus gros diamètre, c'est-à-dire du 15. Le 15 mm, il est bien, car il fond moins vite. Celui-ci a tendance à rester 3 à 4 heures à cet état. J'ai tendance aussi à utiliser du gros diamètre. Il me permet d'amorcer bien sûr, mais aussi de lécher sur mon cheveu. Je le perce avec un foret et j'ai juste à le mettre sur mon cheveu et ça marche très bien. Il existe différentes techniques pour amorcer la carpe en rivière. Soit on possède un bateau, comme on a là aujourd'hui, donc c'est la technique la plus facile, vous allez directement sur l'eau et vous déversez vos appâts où bon vous semble. Autrement, pour les endroits où la navigation est interdite, où le bateau est interdit, il existe des petits bateaux, qu'on appelle bateaux amorceurs, où ça marche, c'est radiocommandé, ça marche à batterie. Vous mettez vos appâts dessus, vous envoyez avec la télécommande et il déverse à l'endroit où vous voulez vos appâts. Après, il existe différents moyens du beurre pour propulser les appâts dans l'eau. Donc le moyen le plus simple, c'est la fronde. On met les bouillettes ou les graines dans le godet
Et ensuite, vous propulsez où bon vous semble. On peut les envoyer suivant le diamètre, c'est pareil, c'est très variable, environ à 60-80 mètres maximum. Mais souvent, c'est pour des graines à des distances d'une cinquantaine de mètres, quoi. Ensuite, il existe des tubes lance-bouillettes. Ils peuvent être de différents diamètres pour les différents diamètres de bouillettes. Et ce genre de tube arrive à propulser les bouillettes entre 60 et 120 mètres, vraiment pour les plus puissants, quoi. Il y a ce genre d'outils aussi. C'est une pelle ou une louche à amorcer. Ça sert plus souvent quand même à amorcer les graines, à des distances entre 20 et 30 mètres du bord, suivant la taille des graines, c'est toujours pareil. Il possède un manche télescopique. Donc bien sûr, plus on va allonger le manche, plus on aura de la puissance dans le système de levier, plus ça va partir loin. Mais c'est quand même limité en distance du bord, quoi. Le dernier, qui est assez employé aussi par les carpistes, donc c'est le bête roquette. Donc là, il faut avoir une canne très puissante, c'est-à-dire une canne d'au moins 5 livres, qui sert exclusivement à ce produit-là, car vu la quantité de produits, enfin de graines ou de bouillettes qu'on peut mettre dedans, le poids est extrêmement lourd, donc il faut une canne extrêmement puissante pour le propulser. Donc on le charge de graines ou de bouillettes ou de particules, et on le jette à l'aide de la canne. Le bête roquette va partir environ à 60, 80, 100 mètres du bord suivant les modèles. Ensuite, quand il touche l'eau, cette partie du bête roquette est très légère. Donc quand il touche l'eau, cette partie remonte à la surface et les graines et les bouillettes se déversent au fond de l'eau. L'avantage de ce produit, c'est qu'on peut amorcer et envoyer des graines à très longue distance, c'est-à-dire sur des rivières comme ça, on peut amorcer à 80 mètres du bord, on peut mettre des graines en face, ce qui n'est pas le cas avec les autres produits que j'ai présentés avant. Il existe une autre technique pour faire un amorçage très précis. J'utilise du fil soluble qui se dissout dès le contact de l'eau. Je mets 7 à 8 bouillettes que je coupe en deux pour augmenter la diffusion. Je prends une vingtaine de centimètres de celui-ci, je le coupe, je fais une boucle de chaque côté. J'accroche les 2 boucles sur mon hameçon. J'envoie ma canne sur le spot que je veux exploiter. Et celui-ci permet d'avoir plusieurs bouillettes autour de ma bouillette d'échage. Il existe une autre méthode pour amorcer très précisément, c'est le sac soluble. Je coupe environ 20 à 30 cm. Avec l'aide d'un entonnoir, je mets mon pellet comme sur cette pêche et mes bouillettes coupées en deux. J'humidifie les 2 extrémités et ça fait un petit pochon que j'accroche ensuite sur mon hameçon et que je jette sur mon spot recherché. Dès l'arrivée au fond de mon pochon, celui-ci va se dissoudre et permettre d'avoir un amorçage tout autour de mon pellet ou de ma bouillette que j'aurai au bout de mon cheveu. Il y a en général 2 types de montage. Donc le premier, je l'utilise sur une base de nylon au départ, et celle-ci qui est sur une base de tresse de résistance d'environ 25 kg. Là, j'ai mon lit de cœur de 45 livres anglaise, donc c'est une arme plombée. Ça permet de plonger bien sur le fond, de plaquer sur le fond la partie terminale de la ligne. Après ici, j'ai ma petite gaine en caoutchouc avec mon clip ce plomb et mon plomb montre. Là, j'ai mis ici un plomb montre de 100 grammes. Donc le tout est bien enfoncé sur les mi-rayons pour bien le tenir l'ensemble, pour faire un système d'autoferrage. Et après donc à suivre, j'ai mon bas de ligne. Ici j'ai mis un bas de ligne assez long. Souvent on utilise des bas de ligne entre 50 et 20 cm, 15 cm pour les plus courts, suivant le courant, suivant les conditions de pêche, si le poisson est antillon ou pas. Donc là mon bas de ligne est en tresse Quicksilver en 45 livres, la même résistance que mon lait de cœur. En dessous, ben voilà, j'ai mon échage après traditionnel sur mon cheveu, quoi. Ici, je suis un montage trisseur traditionnel, quoi. La deuxième sorte de ligne que j'utilise pour la pêche de la carpe, donc c'est sur un corps de ligne en nylon. Tout à l'heure, on a vu que c'était une ligne tressée. Celle-ci en nylon. Et là, en plus, j'ai rajouté une tête de ligne en amnésia, d'environ 35-40 livres, qui me permet d'être plus résistant à l'abrasion dans la partie terminale. Donc attention à l'utilisation de la tête de ligne, car si vous êtes accroché, forcément vous allez avoir tendance à casser au nœud de raccord et perdre intégralement la tête de ligne. Donc ce qui peut être assez dangereux pour le poisson. Donc moi ce que je vous conseille,
c'est soit d'utiliser une tête de ligne comme ceci, avec l'utilisation d'un bateau, qui vous permet d'aller la ramener sur le moulinet en cas d'accroche, ou alors de carrément mettre 60 ou 70 mètres suivant la longueur de pêche de tête de ligne plus costaud dessus votre moulinet. Ce qui permet de ne pas casser au nœud de raccord. Ensuite là-dessus, donc j'ai enfilé un petit tube de silicone qu'on appelle un petit stopper, que j'ai rentré en force sur mon amnésia, qu'ensuite j'ai enfilé une petite olive de environ 4 grammes, on peut aller de 2 à 4 grammes, et un Scooby-Doo, donc, dont la longueur peut varier entre 30 et 50, 60 cm, même 1 mètre pour les endroits les plus sales. Tout ceci a été rentré sur mon amnésia. Ensuite, donc, j'ai rentré mon agrafe de sécurité. J'ai commencé par ma petite tétine en caoutchouc. Ensuite, j'ai enfilé donc l'agrafe. J'ai rentré mon émerillon dans le tout. Et pour bloquer mon tout, donc, j'ai fait un nœud palomar. Donc, je double soit mon nylon ou mon amnésia. Je passe dans la boucle de l'émerillon. Je refais un nœud simple en passant ma boucle à l'intérieur. Et après, donc, je repasse mon émerillon à l'intérieur de la boucle. Et après, je serre. Donc, souvent, pour éviter de brûler le nylon ou l'amnésia, on mouille un peu, donc avec un peu de salive ou un peu d'eau avant le serrage. Je coupe donc l'excédent d'amnésia en évitant de faire trop au ras. Et je viens rentrer le tout dans mon agrafe de sécurité. Donc ensuite, j'ai clipsé un plomb style rivière. Là, j'ai mis un plomb cercueil. Et j'ai resserré le tout, donc, sur ma petite agrafe de sécurité. En mettant donc bien mon petit stopper ici, avec un petit bout de plastique dedans pour bloquer le tout, quoi. Donc avec un plomb de ce style-là, ça permet d'être mon montage, d'être bien bloqué sur le fond de la rivière et d'être assez discret. Ensuite là-dessus, donc là j'ai mis donc de la Quicksilver, tresse, que j'ai monté sur un nœud sans nœud. Voilà. Et j'ai donc mis un hameçon avec une bonne ouverture, extrêmement piquant. Donc je passe ma tresse toujours de l'intérieur de l'hameçon à l'extérieur, dans la boucle. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle le cheveu. Donc je fais une petite boucle pour gérer mon cheveu. Ensuite, je gère donc la longueur de mon cheveu, suivant mon échage. Si je veux mettre une bouillette, 2 ou carrément un grand chapelet de graines. Donc là ici je vais faire un cheveu d'environ 4 cm. Ensuite je tourne autour en faisant des spires bien régulières les unes à côté des autres sur la hampe de l'hameçon. Environ une dizaine de tours. Jusqu'à temps qu'on ne puisse plus passer et que la pointe commence à accrocher dans la tresse, en gardant bien la partie terminale donc, du cheveu bien alignée sur la hampe de l'hameçon, comme ceci. Ensuite je coupe ma longueur de tresse voulue pour finir mon bas de ligne. Je coupe donc ma tresse. Je vais repasser donc ma tresse de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon, c'est-à-dire du côté de la pointe, en tirant et en serrant le tout. Donc l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'on appelle ça no-cut, c'est-à-dire nœud sans nœud. Là j'ai un hameçon qui est très bien monté, hyper résistant, et je n'ai pas de diminution de résistance de ligne car je n'ai pas de nœud. De l'autre côté, moi personnellement je fais une boucle qui sur ce genre de matériau est toujours très résistante. À ne pas faire par contre avec du fluorocarbone qui favoriserait sa casse. Et ensuite donc je passe ma boucle dans mon émerillon et je repasse mon hameçon dans la boucle et je tire le tout et mon montage de base est prêt.
Et là-dessus, donc là j'ai mis, pour montrer comme exemple, j'ai enfilé une bouillette de 24 mm. Là sur celle-ci, je vais vous montrer le léchage d'une bouillette traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai pris une bouillette de 24 que je perfore avec l'aide de mon aiguille. Ensuite, j'utilise ce genre de petits produits qui sont des stop à pas de différentes formes, soit en forme de petites haltères ou de petits V. Donc je prends mon aiguille à bouillette. La petite boucle que j'ai réalisée au début de mon bas de ligne me sert bien, donc je ferme là mon aiguille, car j'ai utilisé une aiguille à chat. J'enfile donc la bouillette sur le cheveu. Je mets le petit stop dans la boucle. Et je retire le tout, bien serré le long. Ensuite, pour le réglage de la distance entre l'hameçon et la bouillette, en général, je peux soit la régler comme ça en retournant ma boucle autour. Là, comme ceci, environ en laissant 2-3 mm entre la courbure de l'hameçon et la bouillette. Donc voilà, mon montage est prêt et appéchant. Je vais réaliser un montage rigide qu'on utilise souvent en rivière. Pour cela, j'ai besoin de 4 éléments. Un monofilament de 40 à 50 centièmes, un hameçon, une bouillette et un stop bouillette. Dans un premier temps, je prends le monofilament. Avec celui-ci, je fais une petite boucle, comme ceci. Je coupe l'excédent du fil. Ensuite, je prends le pic bouillette. Avec ma bouillette de pêche, je la perce. Je prends le fil. Hop. Je la glisse dessus. Je mets mon stop bouillette. Je serre. Et là, je vais couper environ 40 cm de mon fil. Et je vais prendre un hameçon pour la rivière. Je vais passer dans la boucle. Et là, je vais calculer la longueur désirée de mon cheveu. Je vais laisser 1,5 cm après la hampe. Je vais réaliser un nœud sans nœud. Une douzaine de fois selon l'hameçon, bien sûr. Et je repasse mon fil dans la boucle. Je tire. Et mon montage est réalisé. Je vais réaliser mon nœud. Pour cela, je prends l'autre extrémité, je passe dans les merions, je prends la longueur de mon bas de ligne souhaité, je vais faire une boucle en fait, tout simplement. Pour cela, je vais réaliser un rond comme ceci, passer ma bouillette et mon hameçon à l'intérieur, ainsi que l'autre extrémité de mon fil. Je vais humidifier celui-ci. Je vais serrer au maximum pour que la boucle soit la plus petite possible. Je serre assez fort de manière à bien serrer mon nœud. Ensuite, je coupe l'excédent du fil en laissant un petit peu derrière. Et voici mon montage qui va pouvoir se positionner correctement dans le fond. Je vais réaliser maintenant un autre montage. Celui-ci, c'est le montage flottant. Il permet de leurrer le poisson. Donc pour faire ce montage, il me faut de la tresse, il me faut des hameçons, une bouillette flottante, là elle est fluo, un stop bouillette et des plombs. Dans un premier temps, je vais faire le même système que tout à l'heure,
c'est-à-dire une petite boucle. Je vais faire le même système aussi pour le cheveu, c'est-à-dire que je vais passer ma bouillette flottante sur mon cheveu. Je vais mettre mon stop bouillette. Ensuite, je vais prendre 50 cm. Je vais prendre mon hameçon. Je vais régler ma bouillette flottante à 1 cm et faire le nœud sans nœud. Hop là. Je passe l'autre extrémité. Voilà. Maintenant, je vais placer 2 petits plombs. Voilà. Donc là, j'ai mon montage flottant réalisé. Le fait de mettre des plombs va faire décoller juste mon bas de ligne. Et là, ma tresse va être plaquée au fond. Impeccable pour leurrer le poisson. Je vais aller poser ma canne sur la bordure opposée, en face d'où je me suis installé, car ce matin j'ai repéré qu'il y avait une cassure sur cette bordure. Pour cela, je vais utiliser l'éco-sondeur. Là, je suis à 4 mètres de fond. Je vais essayer de m'approcher au plus près de la cassure pour juste poser derrière celle-ci. 3 mètres 30, 3 mètres, 2 mètres, hop, la cassure elle est là. Il doit y avoir un petit rocher juste devant. Je vais essayer de la poser juste derrière. Je vais sonder à l'ancienne. Je mets 2 poignées de pellets juste sur mon montage. Allez, hop, je vais en remettre une 3e. Parce que malheureusement le poisson-chat est présent aussi. Avec ça, je vais jeter quelques bouillettes entières et coupées en 2. Les mêmes avec lesquelles j'ai léché. Et voilà, je vais aller remettre la canne de l'autre côté. They've all shared their room, and they've all kept for the rest. And getting up late on a Sundays, you never get to mess. Oh, it's a long, long way from Clare to you. The long way from Clare to you. It's a long, long way, it gets farther by the day. The long way from Clare to you. The Friday comes around, and it is into fighting. Me ma would like a letter home, but I'm too tired for writing. Oh, it's a long, long way from Clare to here. The long way from Clare to here. It's a long, long way, it gets farther by the day. The long way from Clare to here.
dream I heard that fiddle play, or maybe it's emotion. I dream I see white horses dance, the bounding of the ocean. No, it's a long, long way from Clare to here. It's a long way from Clare to here. It's a long, long way, it gets farther by the day. It's a long way from Clare to here. And we walk her shadowing, and we look out for the grass, and getting up late on a Sundays, we never get to mass. Oh, it's a long, long way from Clare to here. It's a long way from Clare to here. It's a long, long way, it gets farther by the day. It's a long way from Clare to here. And we walk her shadowing, and we look out for the grass, and getting up late on a Sundays, we never get to mass. Oh, it's a long, long way from Clare to here. It's a long way from Clare to here. Oh, it's a long, long way, it gets farther by the day. It's a long way from Clare to here. Oh, dream I heard the fiddle play. My mom would like a letter home. A long way from Clare to here. A long way from Clare to Le bilan de ces 2 journées de pêche, pour nous, notre poste, en général, ça n'a pas été très positif. On a fait un nombre de départs correct par rapport à la saison, ça n'y a rien à dire, car pêche d'été dans une rivière avec très peu de courant, c'est souvent des pêches très difficiles, car le poisson est plutôt inactif, plutôt passif dans ces moments où il y a quand même un taux d'oxygène énormément réduit dans les rivières. Les meilleures périodes seront le printemps et l'automne. Sur ce poste, on a pêché environ 15 heures hier et une douzaine d'heures aujourd'hui. Donc ça fait une moyenne de à peu près une trentaine d'heures de pêche. Là, on est sur une portion de rivière où il est interdit de pêcher la nuit. Donc on a arrêté de pêcher à 9 h hier soir, on a repris à 8 h ce matin. On a amorcé 2 fois à l'avance. C'est-à-dire qu'on s'y est pris très tard, mais vu les conditions météo, moi j'ai préféré. Si on va faire un amorçage hyper léger, et vraiment pour de dernières minutes, mais 2 jours à l'avance. On a mis des quantités réduites. Vu qu'au milieu du poste, on a un arbre central, avec Christian, on s'est séparés, on a mis chacun nos batteries de canne sur un à droite, un à gauche. Et tous les deux, étant donné qu'on a des arbres dans l'eau aux bordures, on a fait un coup de bordure et un coup en face. Donc on a fait sur 2 postes différents chacun, quoi. Donc ce qui nous a fait 4 postes différents au total de pêche. Donc pour essayer d'avoir plus de chances de capturer du poisson, on a fait des postes bien séparés et avec des appâts séparés, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'on a fait quand même 8 départs et on a sorti que 3 poissons. On a fait 2 décroches et 2 casses. Mais vu le poste où on est, il y a énormément d'obstacles dans le fond. C'est hyper encombré. Si on n'avait pas eu de bateau, ce serait un poste qui serait impêchable du bord, car il y a des arbres qui jonchent le fond. Souvent, j'ai de bons résultats ici, malgré les conditions très difficiles de pêche. Et là, le facteur chance n'était pas en notre faveur et nous a pas permis d'avoir des résultats escomptés. Ça fait à peu près 40 heures de pêche que nous avons fait sur 3 jours.
Nous sommes très satisfaits de cette pêche. On a fait plus de 20 voire 25 départs. Beaucoup de petits poissons, mais on a eu une 11,5 kg que Kevin a faite. Que des carpes communes. On a fait une 9 kg, 2 de 8 kg, 2 de 7 kg. Et le reste, c'est des petits poissons entre 4 et 6 kg. Mais bon, la rivière, l'avantage, c'est qu'on a eu énormément de combats. Et on s'est fait vraiment plaisir. La plupart du temps, c'était des bancs qui passaient, donc on faisait 2 ou 3 départs. Kevin a fait un peu plus de départs que moi. Mais ça s'est très très bien passé, très content de cette pêche. On reviendra pêcher cet hiver parce que c'est un bief qui a quelques gros poissons. Comme c'est bien connu, l'hiver, le petit poisson est moins en activité, on arrive plus facilement à faire du gros poisson. Donc on se fera sûrement des pêches de journée ou des coups du soir au mois de décembre, janvier ou février. On a eu une réussite au niveau des départs, d'une part par rapport à l'accoutumance qu'on a fait auparavant. Le panache entre les bouillets de carnet et les pellets ont réussi à cette accoutumance. On a pris le temps à attendre les cannes le premier jour. On a bien recherché les spots où que le poisson passait. Ça nous a réussi.